Prostré dans un trou de poussière qu'il avait creusé de ses mains, l'homme l'avait regardé venir, brûlant de fièvre. Tout le temps qu'il avait raclé la terre, il avait parlé, inlassablement, répétant sans cesse la même phrase qui s'était mise à tourner au-dessus de son chapeau puis de sa tête quand son chapeau était tombé, à tourner comme un essaim de moucheron. Il l'avait dite et redite, jusqu'à ce que ses lèvres craquelées ne puissent plus l'articuler, jusqu'à ce que sa gorge n'émette plus qu'un son rauque, trapu comme un crapaud. Reconnaissant ce bruit, elle avait marché sur lui. Elle touchait son couteau en avançant. Sa main était légère sur le manche, mais tout son être était tendu, attentif au moindre souffle. Dans son éloignement, l'homme avait senti sa concentration. C'était un halo, une sphère de chaleur qui approchait résolument, sans heurts ni précipitation. Il avait senti le moment exact où la sphère l'avait pris dans son volume, quand Haukicourt sur la plaine s'était penché sur son front poudré de poussière, et il l'avait noté dans son esprit comme le miracle et l'accomplissement de sa vie. Elle lui avait craché au visage en portant la lame du couteau nu à sa carotide. Le geste avait été si bref qu'il y avait vu sa mort translucide, et ses lèvres s'étaient fendues sur un sourire de joie. Elle avait tranché en un éclair les boutons de sa chemise et de ses bretelles, puis elle s'était renfoncée dans les herbes. Elle les avait cousus sur sa longue robe de peau, comme un ornement de guerre, chacun orné d'une petite plume de jais. Au crépuscule, elle était passée voir si l'homme vivait. Il vivait. Elle avait ramassé son chapeau et s'était à nouveau engagée dans la prairie. Elle était revenue une seconde fois dans la nuit, portant à bout de bras le chapeau retourné qui débordait d'eau. L'homme avait recouvré ses esprits. Il avait bu comme une bête, en aspirant délicatement le liquide entre ses lèvres douloureuses. Il avait béni la lune qui flottait dans le fond de son couvre-chef. Il avait béni la terre. Il aurait béni l'Indienne si elle n'avait fait en sorte de s'y soustraire. Dans les jours qui suivirent son dépouillement, Guy Ford décida d'accepter la vie qui lui avait été rendue sous l'aspect d'un litre d'eau dans un chapeau sale, d'honorer et de craindre la messagère, de suivre son enseignement, d'oublier sa propre histoire, de revenir au monde, enfin, depuis le début. Et pour commencer, puisqu'elle l'avait décousu de ses boutons, il abandonna ses vêtements du dessus et se retrouva en tricot et en caleçon dans la plaine. Ensuite de quoi il eut froid. Pour y remédier, il rassembla du bois, le disposa et l'enflamma au moyen d'une allumette tirée d'une boîte de réserve qu'il avait dans ses anciennes poches et qu'il sauvegarda. Quand le feu fut bien parti, il y déposa ses pantalons, ses bretelles et sa chemise d'une autre vie et les regarda brûler. La chemise qui était en laine résista longtemps. Il rechargea le feu à plusieurs reprises, d'abord pour en finir avec la chemise, ensuite parce que la nuit tombait. Il s'assit devant les flammes, les mains tendues vers la chaleur nourrissante, gratifié par les éléments en général, leur existence, leur simple présence, contemporaine à la sienne. Il attendait l'Indienne. Il regardait son chapeau pour y voir la lune à nouveau comme au jour de sa renaissance. Des pensées traversaient son esprit comme des nappes de brume. Elles ne venaient pas. Il finit par s'endormir en chien de fusil, replié sur une pierre chaude qu'il avait ôtée du foyer, tournant le dos à la nuit. Il l'attendit 4 jours, sans rien faire d'autre que ramasser du bois et nourrir le feu, comme celui d'un hôtel. La faim l'avait quitté depuis longtemps. Quand il parcourait la prairie sur ses pieds nus, il avait l'impression contradictoire d'être enraciné et de flotter sur une mer d'algues que le courant couchait parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Le jeûne lui fit ressentir ses jambes comme des perches de jonc, à peine reliées à son corps. Elles étaient hautes et cassantes, articulées à l'envers, comme celles des échassiers. Il n'en faisait pas exactement ce qu'il voulait. Il lui arrivait, brièvement, de sortir de son corps. Le 5e jour, il revit l'Indienne entre ses doigts au travers des flammes. Elle s'approcha du feu. Elle portait 3 gros œufs blancs tachetés de noir dans une main. Elle s'assit près de lui, posa les œufs. Elle cueillit sur sa gauche une longue herbe creuse qu'elle coupa en 2. Elle souffla dans la tige pour voir si l'air passait. Elle ramassa l'un des œufs au sol, en frappa la coquille au sommet,
2 fois de façon à ouvrir 2 trous, et glissa dans l'un des deux la tige creuse qu'elle remua avant de tendre l'ensemble à l'homme recroquevillé qui ne l'avait pas quitté des yeux. Gifford dut faire un effort pour déplier les doigts et prendre l'œuf. Une fois qu'il l'eut dans la main, il le garda comme la chose parfaite et fragile qu'il était effectivement. Eau qui court sur la plaine toucha la tige qui dépassait et les lèvres de Gifford. Il en fut stupéfait. Elle ramassa un 2e œuf, le perfora avec l'autre segment d'herbe, porta à sa bouche l'extrémité visible et le goba en 3 aspirations. Alors que Gifford, toujours immobile devant les flammes, regardait la tige comme si elle était plantée dans le soleil lui-même, Eau qui court sur la plaine prit le 3e œuf en se levant et repartit par où elle était venue, au travers des flammes. Cette fois, cependant, il n'eut pas à l'attendre. Elle reparut au petit jour et le réveilla en lui lançant des cailloux. Il s'était évanoui après avoir gobé le jaune d'œuf à petites gorgées. D'extase, précisait-il toujours quand il en était à ce point de son récit. D'extase et d'admiration pour cette chose si simple qui maintenait dans sa fine paroi de calcaire sous forme semi-liquide absolument tous les principes de la vie sauf un, la chaleur. Mais en ce qui concernait la chaleur, Gifford avait compté 18 allumettes dans sa boîte de réserve et cela devrait suffire à son éclosion. L'Indienne lui ramena encore un bécasseau, comme s'il devait tout réapprendre, étape par étape. Elle le faisait se déplacer dans la prairie en traçant des lignes dans les herbes. Au début, elle faisait 2 ou 3 allers-retours jusqu'au point où elle voulait l'amener. La piste était visible comme un trait sur une page blanche. Continue. Elle partait du foyer ou de l'endroit où il s'était couché et se dirigeait tout droit vers le trou d'eau, 3 miles plus loin, insoupçonnable à l'œil nu, vers une inexplicable place ronde, nette comme une clairière de forêt, vers un tumulus couvert de minuscules graminées qui semblaient ne pousser qu'à cet endroit. Elle l'amena jusqu'à un trou qui était un nid d'écureuil. L'animal était à l'intérieur. Quand Gifford s'était couché au sol pour jeter un coup d'œil, l'écureuil avait bondi en caquetant d'indignation, la queue hérissée et gonflée comme celle d'un chat furieux. Gifford avait failli faire une attaque. Il avait sauté en l'air et roulé sur le dos, le cœur cognant contre les côtes. L'écureuil n'avait cessé de le menacer que lorsqu'il s'était assis, secoué, en proie à un fou rire inextinguible. Elle l'amena à une petite cuvette de terre à peine creusée qui lui rappela celle qu'il avait voulu se faire. Les trajets qu'elle dessinait étaient de moins en moins lisibles. Elle ne passait plus qu'une fois, en laissant quelques signes dans les endroits plus secs ou empierrés. Il arrivait que la trace se perde sur plusieurs dizaines de mètres. Gifford avait appris à tourner en spirale autour du dernier point visible pour retrouver le contact. Dans son esprit, aucune piste ne pouvait être confondue avec la sienne. Quand il retombait sur ses pas, un courant électrique les reliait immédiatement. Il le sentait dans ses muscles, sous sa peau. Elle le mena à un nid qui contenait 3 de ses œufs qu'elle lui avait apportés. Il s'enfouit dans les herbes sous le vent, tassé sur lui-même, aussi immobile qu'un roseau. Il voulait voir son avenir. Il le vit. C'était un bel oiseau, aux longues plumes mordorées. Plus tard, il en fit des centaines de dessins. Elle le mena à une passe qui cachait un collet. Il en conclut qu'elle avait eu des échanges avec des Français ou des Iroquois. Un grand lièvre s'y était pris. Il était encore vivant et fit de tels efforts pour échapper encore lorsqu'il sentit l'homme s'approcher qu'il ne lui fut pas nécessaire de l'achever. Gifford coupa le lacet et ramassa l'animal. Il le tint par les oreilles, loin de son corps, jusqu'à une place qu'il jugea convenable pour y passer la nuit. Il construisit son feu et le regarda brûler, pendant que l'animal mort refroidissait dans sa fourrure. Il entendit les glapissements d'un coyote qui devait se tenir assis à quelques centaines de mètres, la gueule tournée vers l'ouest. La vie lui parut à nouveau d'une insondable tristesse. Il laissa le lièvre et ne dîna pas ce soir-là. Il s'endormit tardivement dans une nuit sans étoiles. Il pleuvait quand il se réveilla, le jour était à peine levé. L'Indienne était là et le regardait fixement. Elle prit le lièvre, le porta à son nez, le jeta par terre et cracha violemment sur le corps.
Elle sortit son couteau et trancha la tête de l'animal. Elle la prit par les oreilles et la jeta à la face de Gifford. Il renâcla de dégoût au contact froid des artères sectionnées, mais par réflexe, il rattrapa la tête dans ses mains avant qu'elle ne tombe au sol. Et il la sentit comme il avait senti l'œuf. Un sac de vie, plein, simple, complexe, d'une irréprochable économie. Et il sut ce qu'il avait à faire. Il énucléa la tête. Il perça le crâne au moyen d'une petite branche dans les deux cavités ouvertes. Il posa ses lèvres sur l'un des orifices pendant qu'il remuait la baguette dans l'autre, et il avala avec délice le mélange de matière qui s'y trouvait prise. Quand il eut terminé, Auquicourt sur la plaine le regarda droit dans les yeux, ramassa le lièvre et le dépouilla avec une extrême lenteur pour qu'il voie et comprenne quelle était la bonne manière. Lorsque le corps de l'animal tout en muscles fut à l'air, les viscères détachés mis à part, les poumons, le cœur et le foie accrochés à la cage thoracique, elle lui tendit la peau, coupée en 4 endroits, et s'en fut avec la viande. Dans le milieu de l'après-midi, il perçut nettement une odeur de ragoût, mais il fut incapable de la localiser. Elle ne lui avait laissé aucune piste, et le vent tournait sans cesse. Malgré ses crampes d'estomac, il en eut un autre fou rire, tout seul, debout dans la prairie. Bird Boisvert avait décidé de passer la nuit au milieu des blocs de rochers isolés qu'il avait vus en se réveillant. Quand il s'était mis en route à l'aube, il les avait observés à la faveur d'une illusion d'optique particulière qui les avait rapprochés de plusieurs miles. Il avait avancé à marche forcée dans leur direction toute la matinée, alors même qu'ils avaient disparu. Le midi, il les avait revus, plus petits sur la prairie qu'ils ne lui étaient apparus au lever du jour. Il avait continué. Bird n'avait aucune raison de se diriger vers le mirage avec cette constance, mais dans la plaine sans relief où les herbes montaient si haut qu'elles pouvaient camoufler un homme debout, il n'avait pas d'autre repère. Régulièrement, il écartait les brassées de graminées devant lui pour vérifier son cap. Il se retournait sur sa trace et constatait qu'elle était rectiligne. Et il reprenait sa marche. De l'intérieur, la prairie était comme une jungle, épaisse et moite, habitée à tous les niveaux. Il sentait la chaleur monter de la terre. Il dérangeait les rongeurs en marchant sur leurs trous. Des sauterelles noires et rouges, grosses comme le pouce, dégageaient sous ses pas. De petits oiseaux se perchaient sur les hautes tiges et lançaient leurs cris d'alarme quand ils le repéraient. Il chassait des insectes invisibles et bourdonnants en piquets brefs, virtuoses, avant de revenir se poser sur une tige d'affût qui ployait à peine sous leur poids. Les frayers des mammifères étaient nets et tramaient un réseau complexe qu'ils se défiaient d'emprunter. Le sillage des daims creusait des tunnels aux angles aigus. 2 fois, il faillit se fouler une cheville dans un terrier profond dont il n'avait pas vu l'entrée. La deuxième, il plongea le bras et ressortit une portée de lièvres gros comme le poing. Il les laissa. Écorchés, il n'aurait pas fourni 2 bouchées chacun. Il leva un bon nombre d'oiseaux de taille conséquente. Une volée d'entre eux décrivit un arc de cercle et revint fianter sur ses vêtements. Il fut tenté de faire usage de son fusil. En guise de repas, il piégea des sauterelles avec son shako et s'en fit griller en brochettes après avoir désherbé et creusé la terre de la prairie pour que le feu ne s'y étende pas. Il suivait sur son axe la lente course du soleil dont le but était apparemment de se coucher sous le bloc rocheux qu'il convoitait lui-même comme abri. Il était d'accord avec le mouvement de la lumière. Quand son ombre s'allongea derrière lui jusqu'à couvrir 3 fois sa taille, les rochers paraissaient à nouveau à des miles de distance. Il continua. La prairie l'enveloppait de sa chaleur emmagasinée. Tandis que sa tête qui dépassait était baignée par le souffle frais qui précède le crépuscule, son corps était comme dans un vêtement de laine tiède. Tous ses mouvements étaient huilés, portés par une sensation de flottement. Il était épuisé. La lune était levée depuis 2 heures lorsqu'il atteignit le groupe de rochers. Il toucha de la main le premier bloc sur son chemin pour voir s'il était vrai. Il l'était. Il en fit le tour sans rompre le contact. La pierre était si tendre que les larmes lui montèrent aux yeux.
Il s'appuya sur elle de tout son poids et laissa passer dans sa masse les ondes de fatigue qui roulaient dans ses muscles. Sa respiration devint profonde. Il lui sembla qu'elle partait de la plante de ses pieds. Il l'écouta. Et l'écoutant, debout contre la roche, les genoux verrouillés, comme un cheval, il s'endormit. Plus tard, le cri d'un coyote l'avait réveillé et il avait entrepris l'ascension du bloc et découvert une cache étroite dans laquelle il s'était glissé pour finir sa nuit. Elle était tapissée de feuilles odorantes, mais il était trop fatigué pour se demander quel animal subtil avait ainsi garni son terrier avec tant de soin. Il dormit son rêve jusqu'au matin. Quand il se réveilla, les rayons du soleil pénétraient jusqu'au fond de son abri. Il devait être assez tard. Il s'étira sur sa couche improvisée, apprécia consciencieusement son moelleux et bâilla. Il allait s'asseoir pour sortir lorsqu'une trace au plafond attira son attention. Une trace bleue bordée de noir. En parcourant des yeux l'ensemble de la paroi, il vit qu'elle se répétait et formait une ligne précise qui traversait l'espace d'un bout à l'autre. Le tracé s'adaptait au méplat de la roche et semblait jouer avec les creux et les bosses comme une rivière. Bird approcha son visage. La ligne était fluide, mais n'avait pas été tracée par l'eau. Ses rives noires étaient faites au charbon. C'était effectivement une rivière, et à présent autour d'elle la prairie se déployait, peuplée de bêtes, de villages, traversée de chasses, noyée de pluie et de soleil. Des bisons étaient figurés en masse à côté d'une montagne démesurée. Ils s'apprêtaient à descendre vers l'eau. Des tentes en pointillés s'inscrivaient sur le parcours qu'ils allaient prendre. Des hommes bâtons brandissaient d'autres bâtons terminés par des pointes ou des fourches. Des oiseaux passaient dans le ciel plat entre de gros nuages de gris soufflés. Le plafond tout entier était couvert de cette vie figurée et de signes énigmatiques que Bird ne comprenait pas. Il s'étonna d'avoir dormi aussi profondément dans un lieu si chargé, à moins que ce ne fût justement un lieu de paix ou d'apaisement. Lorsqu'il se glissa au dehors, le soleil le frappa en pleine face. Il était beaucoup plus haut qu'il ne le pensait. Il s'immobilisa sur l'arête du rocher et regarda la prairie qui s'étalait autour de lui. Il eut la sensation d'être debout sur une perle noire, cousue à une robe de bison d'une grande beauté. Les herbes dansaient sous le vent comme une étoffe. Loin, à l'est et à l'ouest, des traits bordaient la plaine comme des piquants de porc-épi. Il n'aurait pas été surpris d'apercevoir un village fantôme sur les terres basses du côté du nord-ouest. Mais comme la veille, la prairie était vide. Sauf qu'il savait maintenant qu'elle ne l'était pas et ne l'avait jamais été. Il s'assit pour se réchauffer au soleil avant de descendre. Il se sentait grandi, calme, augmenté de quelque chose qu'il n'aurait pas su nommer et qui n'était pas un savoir. Il aurait volontiers roulé et fumé une cigarette. En prenant pied dans la prairie, cette pensée lui rappela ses déboires, mais il n'avait pas envie de se laisser envahir à nouveau par son désir de vengeance, et il se remit en route en l'écartant du revers de la main comme un taon. Pour la première fois de sa vie, Bird n'était plus poussé par une force réactive. Il s'immergea dans l'herbe, puis il s'enfonça sur la piste profonde de ce qu'il supposa être un daim. Il avait pris son fusil et l'avait chargé. En chemin, il fit comme la veille une récolte de sauterelles à griller. Il regretta de ne pas avoir de sirop d'érable et ramassa de grosses poignées de trèfle pour les sucrer un peu. Soudain, il sentit l'odeur de l'animal devant lui, nette, puissante, aussi précise qu'une image. Il venait d'uriner, il sut aussitôt que c'était un jeune mâle et qu'il se tenait à une cinquantaine de mètres de lui au tournant du frayer, camouflé, attentif. Bird, sûr que les oreilles dressées de l'animal s'orientaient vers lui, avançait à coupe-ton, souplement, dépliant à peine les genoux et sans jamais céder à la tentation de vérifier par la vue la position de sa proie. La piste bifurquait brutalement sur la droite, l'odeur était de plus en plus puissante. Bird vit sur une pierre le jet d'urine que le jeune mâle avait déposé. Il pensa que ce message ne lui était pas destiné et que le daim aurait dû se montrer plus prudent. La mort s'immisce facilement dans les lettres décachetées par des tiers. Bird tourna le coin en faisant feu. Au moment où la balle l'atteignit, il crut voir deux plumes blanches sur la tête du daim qui s'envolèrent quand son corps toucha le sol.
Bird les regarda monter en tournant puis disparaître dans le courant d'air ascendant. Il avait touché sa proie au défaut de l'épaule. Il découpa et mangea une tranche de son foie encore chaud. Puis il le mit en quartier sur place et chargea la viande sur son dos. De retour au rocher, il entreprit de la tailler en lanière et de la disposer sur les blocs pour qu'elle sèche. Il monta cette dentelle le plus près du soleil qu'il le put. Puis il s'assit et eut subitement envie de partager quelque chose avec quelqu'un, de bon cœur. Il resta avec ce sentiment de longues heures. Il le savourait, il le reconnaissait, il l'étreignait comme la promesse de jours meilleurs, ouverts, à nouveau ouverts. Zébulon vit le charme se rompre aussi clairement qu'un fil d'araignée. Il tourna la tête vers l'imbécile qui lui gâchait son effet et vit le cow-boy qu'il avait suivi jusque chez Nils Antul s'encadrer dans les portes neuves. Bird se tenait les jambes un peu écartées, le fusil au creux du coude, droit, chargé, et il connaissait la réponse à la question qu'il allait néanmoins poser parce qu'il y a dans la vie des moments inévitables. Qui est venu ici avec le hongre pommelé qui est attaché dehors? Il avait fait sa demande sans bouger d'un pouce ni quitter Zébulon des yeux. Ce dernier sentit une vague de lassitude le traverser, suivi tout de suite après d'un mouvement de colère. Il attendit que passent les deux émotions avant de demander à son tour au jeune type qu'il avait vu quelques heures auparavant monter la rue avec son poney indien sans tapis de selle et sans le lâcher des yeux lui non plus. Et pourquoi? C'est le tien? Précisément, répondit Bird, dont la main droite se crispa involontairement sur la crosse du fusil. Zeb s'écarta du barde, prit fermement ses appuis en faisant face au cow-boy. Ses mains s'étaient légèrement écartées de son corps. Tu peux le prouver? Peut-être. Peut-être? Et tu m'accuses de vol? Peut-être. Et tu veux peut-être récupérer ton canasson? Ou peut-être me faire la peau? Ou peut-être les deux. Zeb s'était assoupli en parlant. Il avait avancé de plusieurs pas à chaque phrase en direction de Bird, dont les mâchoires étaient complètement crispées. Il tenait son fusil de façon à pouvoir le basculer et tirer d'un moment à l'autre. Zébulon savait que lorsque les mâchoires du type se décoinceraient, il ferait feu. Il maintenait la pression de tout son corps en avançant d'un seul mouvement, comme une lave qui s'écoule. Quand il fut sous le nez de Bird, à la distance où la gueule du fusil aurait pu lui toucher la poitrine en s'abaissant, il lui dit « Vas-y, petit. Fais-moi voir comment tu peux le prouver. » Bird tourna les talons sans hésiter. Il arrêta d'une main la porte qu'il avait poussée et la tint ouverte sur la rue. Le cheval hennit faiblement en le voyant, mais Zeb était déjà derrière lui, puis à ses côtés. Il regardait l'animal et Bird déclara comme un fait « C'est mon cheval, c'est ma selle. Tu dois avoir ma bourse pleine de poudre d'or, des gamelles, des couvertures, des haricots et une bouteille de gnôle qui m'appartiennent. » Zébulon laissa la phrase le temps de se déployer dans l'espace. Quand ses vibrations furent retombées, comme une poussière sur la grande rue, il parla. « Je l'ai gagné au jeu, et tu ne jouais pas avec moi. » Bird tourna la tête vers son interlocuteur. Cet homme avait un tel aplomb qu'il pouvait aussi bien dire la vérité. « Je ne joue pas, fit Bird. »« C'est bien ce que je dis, répondit Zébulon. Ce cheval a une marque à l'intérieur de la cuisse gauche, 2 baies entrelacées. Je lui ai faite quand il avait 3 ans. Tu aurais pu la voir avant d'entrer. Oui. C'est pour ça que tu as dit peut-être? Oui, mais pas seulement. Zeb attendit. Bird se plaça face à lui et laissa doucement glisser son fusil vers le sol. Quand la crosse toucha le plancher de l'auvent, il inclina le canon de façon à ce que l'arme s'appuie sur un des murs du saloon. J'étais pas sûr d'avoir le dessus. Et il n'y a que comme ça que les gens vous croient. Zeb regardait le gars qui venait de se désarmer lui-même avec un brin de perplexité. Quand il vit son épaule gauche bouger brièvement et armer son bras, il en fut presque soulagé. Le coup de poing partit si vite qu'il le prit en pleine figure sans avoir le temps de l'effacer. Il vit de minuscules étoiles scintiller dans le crépuscule et pendant un instant, son environnement immédiat lui parut ralenti. Il secoua la tête pour la sentir.
Quand il perçut une onde de chaleur au-dessus de sa lèvre supérieure, il sut que c'était son sang avant de le goûter, et alors, comme s'il n'attendait que ce signal, son corps se gaina et se concentra sous l'effet de l'adrénaline. Le temps de se relever, il était prêt à se battre. Il fit comme s'il était vraiment sonné et laissa arriver sur lui son adversaire que ce premier coup avait rendu plus confiant. Il connaissait maintenant sa rapidité et sa force de frappe, il avait donc un avantage. Quand le deuxième coup partit, il le vit arriver de loin. Il dut presque l'attendre pour baisser la tête au moment de l'impact. Le poing de Bird eut la chance de frapper le chapeau de Zébulon avant de s'écraser sur le pilier de bois. Il ne se brisa pas. Néanmoins, la douleur lui remonta dans le coude jusqu'au cervical et il ressentit une espèce de grand creux dans l'estomac qui lui fit à nouveau serrer fort les mâchoires pour ne pas vomir. Aussitôt après, Zébulon apparut debout devant lui et sans qu'il le voie vraiment bouger, Bird comprit que son poing gauche allait lui rentrer dans le ventre juste après le droit. Ses muscles se durcirent pour recevoir les coups. Il prit le second en pleine poitrine et poussa un râle de surprise. Son bras droit répondit par réflexe et rencontra la pointe du menton de Zeb. Son poing gauche voulut l'imiter mais frappa dans le vide. Zébulon, bougez vite. Bird recula pour essayer d'avoir une vision globale, mais un coup de pied l'atteignit à l'aine et le fit ployer. Plié en deux, il attendit que Zeb se rapproche pour se relever violemment, cueillant l'autre à nouveau à la pointe du menton d'un bon coup de tête. Zébulon tomba à la renverse et Bird se jeta sur lui de tout son poids. Il frappait de la droite et de la gauche, mais tous les coups ne touchaient pas le corps, il frappait aussi la poussière. Zeb lui envoya un coup de poing sur les côtes et, déstabilisé, Bird roula sur le côté. Zeb contre lui, sur lui l'instant d'après, et frappant à son tour des deux poings avant de poser l'avant-bras sur sa gorge pour le bloquer. Bird se détendit sous la pression et Zébulon commit l'erreur de se relâcher. Les jambes de Bird, lancées en un éclair, le cueillirent par le cou et lui firent lâcher prise. Il porta les deux mains sur les bottes aux tiges gravées et tenta de les arracher de sa gorge. Il parvint seulement à déchausser un pied, mais quand ce fut fait, il mordit sauvagement dans le mollet poilu qu'aucune chaussette ne protégeait. Bird hurla sous la morsure et fit un bond qui les dégagea tous les deux. Ils roulèrent dans la poussière chacun de leur côté pour retrouver une distance d'attaque praticable. Ils se relevèrent en même temps et se tinrent face à face, à 10 pas l'un de l'autre, à saigner silencieusement. Ils soufflaient. Zébulon, à nouveau, avait les bras légèrement écartés du corps. Ils prirent conscience ensemble du fait que lui n'était pas désarmé. Et c'est à cet instant que Bird prouva aux yeux de Zeb que le cheval lui appartenait. Parce qu'il ne se détourna pas, parce qu'il ne jeta même pas un regard à son arme appuyée contre le vent du saloon, parce qu'il se prépara à recevoir 3 grammes d'acier dans le cœur pour avoir voulu récupérer un cheval qu'on lui avait volé et parce que cela n'était qu'une injustice parmi d'autres qu'il avait connues. Vraisemblablement la dernière, ce qui était un soulagement. Zeb laissa retomber ses bras le long de son corps. Je crois que c'est là que je m'arrête. On va faire une petite pause, merci. L'eau gonflait devant eux à vue d'œil. La pluie dégringolait, mais les nuages ne se vidaient pas, ils s'accumulaient. Les éclairs ébranlaient la terre, le tonnerre broyait la roche, les montagnes s'embrasaient et tremblaient sur leur base, l'eau crachait comme un animal dérangé tiré d'un sommeil millénaire. S'ils attendaient encore, il leur faudrait 15 jours pour traverser dans des conditions à nouveau sûres. Les deux frères n'eurent pas besoin de se consulter. Jeff reconduisit les bœufs au chariot, Brad les attela encore une fois ce jour-là et sans même échanger un regard, ils se jetèrent dans le gué qui déblatérait son eau noire et tourbeuse. Dès que les bœufs perdirent pied, le chariot donna de la bande et se mit en travers. Il fut emporté comme une allumette vers l'aval. Brad avait sauté du siège sur le dos du bœuf de droite et le frappait au flanc avec les pieds en hurlant dans le vacarme de la pluie pour qu'il ne se laisse pas couler. L'animal était fou de terreur. Les yeux lui sortaient de la tête. Il beuglait à travers l'orage et cherchait des 4 pattes un appui qui lui échappait sur le fond de la rivière.
Celui de gauche avait la tête dans l'eau et commençait à tirer le joug vers le fond. Jeffrey plongea devant lui et martela sa gorge à coups de poing, à demi noyé lui-même. Avec l'énergie du désespoir, le bœuf reprit de l'air et comprit quand et comment respirer dans le courant. Le chariot cessa de s'affaisser. Brad continuait ses coups de talon. Jeff émergea avec les 2 longes en main. Il se mit à nager en diagonale en tirant, se servant de la puissance de l'eau et de la dérive. Il laissa passer les berges les plus hautes, et lorsqu'il vit une anse creuser un large trou noir dans les crêtes, il se jeta en avant de toute sa force, entraînant les animaux poussés par son frère et le chariot, dont la bâche tanguait comme la grand-voile d'un navire en détresse. Brad sentit le sol revenir sous les sabots, les roues mordirent la terre, le poids du convoi s'imposa dans la masse mouvante de la rivière et s'arracha à son lit. Lorsque l'arrière du véhicule fut tiré de l'eau, Jeff et Brad gueulèrent contre les animaux pour soutenir leur effort et les faire grimper le talus qui les séparait de la terre ferme. Les bœufs tiraient sur leurs courtes pattes en lâchant derrière eux une boue verte et puante. Ils montèrent. Et une fois sur le plateau, les hommes et les bêtes, trempés jusqu'à la moelle, ahuris d'en être sortis, ne firent plus rien pendant un moment que souffler sur le sol. Quand ils eurent repris leurs esprits, il était 2 heures du matin, la pluie tombait à grand bruit, l'intérieur du chariot était sans dessus-dessous, ils étaient raides de froid. Hors de question de faire un feu, il pleuvait trop, hors de question de rester sur place à geler. Il leur faudrait marcher toute la nuit s'ils ne voulaient pas attraper la mort. Jeff reprit sa place sur le siège et Brad par derrière donna un bon coup d'épaule pour imprimer l'élan du départ. Les bœufs s'ébranlèrent et repartirent sans protester, plus lourds que d'ordinaire mais plus sûrs, comme si chaque épreuve surmontée les grandissait d'une puissance supplémentaire. La nuit était une matière noire, glacée, déchirée par des langues de feu éblouissantes qui permettaient à peine de repérer une voie parmi les roches basses qui parsemaient la prairie. Ils avançaient prudemment. Brad était repassé à l'avant du chariot et sondait le sol avec une longue branche pour éviter les plus gros trous et détourner les bœufs quand c'était nécessaire. En marchant, les 2 frères s'étaient déshabillés. Brad avait jeté ses vêtements à Jeff qui les avait tordus puis pendus avec les siens sous la bâche que la pluie ne traversait pas encore. Ils avançaient sous l'orage, l'un debout tâtonnant dans la nuit, l'autre assis sur son morceau de bois dur, nus comme ils avaient été faits, aussi nus que leurs bœufs. L'espace était gorgé d'eau, il les enveloppait étroitement. Le froid aidant, Jeff ne sut plus tout à fait s'il touchait terre. Il ne sentait plus ni son cul ni ses pieds. La tête de Brad devant lui apparaissait et disparaissait comme s'il nageait dans la nuit une brasse profonde, coulée. La croupe des bœufs faisait un étonnant roulis sous ses yeux. N'eussent été les chaos de la route, il se serait cru à nouveau dans le lit de la rivière à lutter contre le courant. Sur plus de 3 lieues, l'eau qu'ils avaient embarquée s'écoula par le fond du chariot entre les planches. Au bout d'1 heure, sans s'arrêter, la pluie diminua. L'air se fit moins lourd. Ils respirèrent plus aisément. Un vent du sud passa sur leur chemin. Ils ralentirent leur allure pour profiter du courant qui les réchauffa. La lune apparut entre 2 masses de nuages en pleurs, trempés de blanc. La marche dans la tête des 2 hommes était devenue un pauvre chant, une litanie monotone, répétitive, insistante. Ils ne pensaient pas, ils ne marchaient pas, ils avançaient peut-être, ils étaient vivants. Élie attendait l'attaque avec impatience. Il savait qu'il pourrait garder tous les chevaux qu'il prendrait. Il s'était fabriqué 3 lassos avec des bandes de cuir crues, roulées et huilées pour mieux glisser. Il les portait constamment à l'épaule pour montrer qu'il était fin prêt et n'attendait plus que la décision du conseil. Il ne supportait plus sa condition de simple piéton. Il avait démontré sa bravoure et son habileté, il était adulte, il lui fallait un cheval. C'était une question d'honneur, capitale, inéluctable.
Le soir où enfin les jeunes hommes se rassemblèrent pour chanter autour du feu, il fit sa première prière de reconnaissance à l'esprit du monde, le cœur gonflé. Quand le chant fut réduit à l'état de murmure, les vieux fumeurs soufflèrent sur les guerriers et ils s'évanouirent, portés par les nuages du tabac. Ils firent en courant les 20 miles qui les séparaient du village ennemi comme des hiboux sur leurs ailes de soie. Quand ils touchèrent au but, ils se couchèrent parmi les pierres et attendirent que leur respiration se calme. Puis ils se déployèrent. Le village était séparé des chevaux par une centaine de pieds d'herbe à cochon. Les marmottes qui se tenaient là-dedans donneraient l'alerte au moindre froissement. Élie regarda le ciel. La lune minuscule était voilée. Une pluie fine, tenace, couvrait toute chose d'une pellicule gluante. Ses jambières collaient à ses jambes comme des bas de marquis. Il souriait en regardant les robes claires touchées de fauve et de gris des 300 Appaloosas qui présentaient leur croupe au vent et à la pluie. Il avançait en rampant dans l'herbe trempée et levait la tête de loin en loin pour s'assurer de la progression de ses compagnons. Il devait se placer en éventail dans la prairie de façon à couvrir l'ensemble du troupeau à partir d'un point central d'où seraient tirées 2 longues cordes qui les rabattraient à l'opposé du village vers le plateau. Ce point décisif était celui qu'occupait la sentinelle dévolue aux chevaux. Une petite forme tassée dans une couverture d'où dépassait le canon d'un fusil qui avait l'air aussi inoffensif qu'une oreille de lapin. Mais Élie ne s'y fiait pas. Il avait décroché à la course le privilège de neutraliser le veilleur et il avançait maintenant pas à pas en retenant son souffle et en s'efforçant de s'accorder avec le mouvement des guerriers qui le flanquaient. À 3 pas de la sentinelle, il se ramassa sur lui-même. Au moment où il se jetait en avant, quelqu'un marcha sur quelque chose qui craqua comme un coup de tonnerre et une marmotte lança aussitôt en réponse un sifflement d'alarme qui traversa de part en part la prairie et le corps emmitouflé du guetteur. Élie le vit distinctement sursauter. Avant même que l'homme ait partagé l'inquiétude de l'animal, il sauta dans son dos, lui enfonça la pomme d'Adam dans la gorge avec le manche de sa masse et le prit contre lui pour le coucher sur le sol. Quand il se releva, les 2 guerriers qui l'accompagnaient lui jetèrent chacun le bout d'une corde et se mirent à courir, tandis que les marmottes se livraient à un débat strident qui commença d'énerver les chevaux. Quand il sentit que toute la longueur de la corde avait été dévidée, Élie se mit à courir à son tour au même rythme que ses partenaires, et les marmottes pouvaient bien hurler, le troupeau s'ébranlait. Le son des sabots de 300 Appaloosas dérangés était plus haut, plus beau, plus fort à ses oreilles que n'importe quelle musique, et même lorsqu'il distingua le cri des Dakotas parmi les hennissements, les sifflements et les coups de fusil, il continua de courir devant lui, ouvert, immense, emporté par le martèlement des centaines de sabots du troupeau qu'il tenait dans ses bras. À eux 3, ils devaient pousser les chevaux jusqu'à leur faire traverser une rivière sur les berges de laquelle étaient postés les guerriers qui n'étaient pas autour du village pour empêcher la progression de l'ennemi à leur trousse. Leur allure était fantastique. Les cordes autour des poignets d'Élie étaient tendues à se rompre. Elles vibraient et tranchaient la pluie dans son épaisseur. Ils couraient derrière les chevaux, parmi les chevaux, ils couraient avec le même instinct, envahis par leur masse parcourue de courants et de frissons, emballés. Il perçut l'odeur de l'eau avant de l'entendre exploser sous leurs pieds. Il sentit aussitôt la tension des cordes se relâcher. Leur mission était accomplie. Le troupeau passait du côté des poneys. Il lui fallait à présent se tourner et combattre. Mais il fut incapable de s'arracher à la harde, incapable de laisser tomber ses cordes. Il sauta dans l'eau avec les chevaux et remonta la berge derrière eux, les bras traînant les liens dans le lit de la rivière et sur le talus et dans la prairie, libre à nouveau, entravé par les 2 longes qu'il venait de rompre, mais libre comme l'air. Il continua de courir avec eux sans penser à rien, hors d'haleine, hors de lui, aussi éloigné de l'effort qu'on peut l'être, hors du temps lui-même, occupé seulement du troupeau, de son avancée, de son énergie, de son odeur. Il ne sut pas comment il se retrouva sur un cheval, ni combien de temps il avait monté, avant de se rendre compte qu'il était un homme et qu'il pouvait lâcher ses longes. Il les lâcha. En se tournant,
Il vit qu'il avait semé tout ensemble amis et ennemis, que l'air était sec et qu'il était à la tête d'un troupeau de 300 chevaux, plus rapide que la pluie. Il lança son cri de guerre à l'horizon et s'agrippa de plus belle au flanc de son cheval, galvanisé par sa joie. Quand Sally vit s'avancer l'espèce d'Indien poussiéreux qui venait d'entrer, son premier mouvement fut de se rapprocher de l'arme allongée sous le bar. Qu'il fut suivi de Bird Boisvert, impassible, puis de Zébulon quelques minutes plus tard, ne l'encouragea pas vraiment à se détendre. Élie sentit tout de suite la méfiance de la femme. Il eut envie de la mordre pour la faire rire, mais quelque chose dans sa posture l'en dissuada. Il s'accouda au bar comme s'il l'avait fait la veille et demanda un whisky d'une voix qui sembla lui sortir des oreilles. Sally le regarda sans bouger durant de longues secondes. Elle détailla ses mains et son visage, ses cheveux dans lesquels était piquée une longue plume noire, ses épaules, musclées, brunes de soleil, les 3 lassos gras comme des queues de castor qui lui barraient la poitrine, la ficelle qui retenait son pagne de cuir, à laquelle pendait un scalp noir et une tige de bois dégoûtante tendue de poils. Elle avait remarqué ses jambes quand il était entré, longues, les cuisses saillantes, les mollets pris dans des jambières emperlées pour moitié, les pieds enveloppés de mocassins râpés. Elle revint à son visage et nota qu'il avait un petit espace entre les incisives et un beau sourire. Elle jeta un œil aux 2 autres et décida de les servir. Ils trinquèrent tous les 3 en choquant leurs verres. À ce moment, le regard du nouveau se posa sur Zébulon et quelque chose se figea dans l'espace qui les séparait. Zeb ne changea pas d'expression, mais Sally comprit qu'ils s'étaient déjà rencontrés et qu'ils n'en gardaient pas le même souvenir. Élie rompit et porta le verre à ses lèvres. Il le vida et annonça haut et fort qu'il avait 150 chevaux pas tout à fait sauvages dans le corral en bout de ville, pas un rond pour payer une bouteille, mais qu'il était prêt à les vendre. À les vendre ou à les jouer, précisa-t-il en fixant de nouveau Zébulon, si tant est que monsieur ait toujours ses sacoches. Zeb n'eut pas le temps de jeter un regard à Bird. Le coup était déjà parti quand Élie comprit que quelque chose d'important lui avait échappé. Il en eut la certitude quand il sentit sa tempe gauche éclater en étoiles dans son crâne. Sa plume dégringola de son nid. Il valdingua contre le bar et se cogna douloureusement le coude contre la barre de cuivre. Sally saisit son arme. Zébulon monta les poings. Le pied droit de Bird Boisvert amorça une trajectoire formidable en direction du bas-ventre d'Élie qui le voyait venir et tentait de se jeter de côté dans l'idée de rouler au sol avant qu'il l'atteigne quand Arcadia apparut en haut des marches et suspendit ses efforts. Un quart de seconde. Il reçut le coup à pleine volée, juste au-dessus de la vessie, et n'eut plus eu le temps que de béer aux anges en entendant le contrut saisissant qu'elle lança de toute sa hauteur. Sally comptait les mouches qui tournaient autour du ruban pendu au lustre d'apparat de son saloon. Il y en avait 15, c'est-à-dire presque autant que de bougies sur cette roue de chariot qu'elle avait démontée elle-même du boguet qui l'avait amenée pour la coller à son plafond. 15 mouches et pas un client. Elle était seule en salle, devant et derrière le bar. Elle avait enfermé à l'étage les filles qui voulaient elles aussi aller faire un tour à ces fameux bains dont toute la ville parlait depuis 2 jours. Arcadia avec elle, en prenant soin de lui ôter son instrument pour qu'il n'y ait pas d'émeute dans les chambres. Sally aurait dû être plus vigilante. Préciser par exemple que la distribution d'alcool n'entrait pas dans les attributions des bains. Même si Zeb n'avait servi qu'une tournée gratuite pour l'inauguration et qu'il faisait maintenant payer toutes les bouteilles rubis sur l'ongle et majoré de 3 points au prétexte qu'elles étaient servies sur plateau à la baignoire. Elle aurait également dû protester contre l'aménagement de la salle d'attente où se trouvait une roulette en état de marche et un tapis de bingo des plus coquets. Connaissant Zébulon, elle aurait pu penser à ce genre d'annexe et de service déplacé. C'était l'évidence même. Elle était surprise
qu'il n'ait pas encore ajouté à son luxe rudimentaire une petite cahute de crêpes ou de beignets au miel à vendre à tous ces foutus baigneurs spontanés. Elle aurait volontiers fumé une pipe d'opium pour changer. Au lieu de quoi elle se resservit un verre de brandy du meilleur de sa réserve, car il ne faut jamais se laisser aller dans l'adversité. Que toute la ville aille donc se faire laver et se faire masser par 4 Chinois tripoteurs, après tout, qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire? Ses clients arriveraient plus propres et moins à cran, et voilà tout, la belle affaire. Car il reviendrait, Sally n'en doutait pas un instant. Le verre qu'elle vida en 2 gorgées lui donna un bon coup de fouet. Elle le posa sur son comptoir en faisant le plus de bruit possible, saisit son fusil et se dirigea vers l'escalier. Avant de monter, elle épaula et fit feu sur le papier gluant plein de mouches qui pendaient de son lustre. Quelques bougies en furent soufflées, les filles crièrent dans les chambres et le ruban s'écrasa sur le plateau vide de la table centrale. 1 minute plus tard, elle ouvrait les portes de l'étage à toute volée, en prévenant qu'une soirée spéciale femme venait de commencer et que si l'une d'entre elles passait la porte du bar, elle n'hésiterait pas à lui tirer dans le dos. À part ça, l'alcool était à volonté, la musique conseillée, les jeux obligatoires. Immédiatement, tous les jupons s'envolèrent en dévalant les marches, réclamant pour commencer un quadrille. Sally passa derrière le bar pour aligner les verres et les remplir. Le temps qu'Arcadia se mette en place, les filles avaient descendu 2 godets bien secs et le rouge montait à leurs joues. Arcy attaqua sur une polka piquée qui fit lever la jambe à tout le monde et commença d'ébranler le parquet. Elle leur fit ensuite perdre le nord et le reste en enchaînant les danses en bande, aux danses en rond, aux danses en couple, aux danses en ligne, en frappant le rythme à coups de talon et en indiquant les rebonds. Sally sautait et bondissait avec ses filles en lançant des yippies et des trilles sur tous les tons. Elle s'y connaissait sérieusement et les plus anciennes de ses petites pêches n'en étaient pas qu'un peu surprises. Lorsque la troupe fut bien essoufflée, Arcy siffla un temps mort et se mit à faire couler de petites gouttes d'eau fraîche dans les verres de whisky à nouveau alignés et remplis. Josie la ventouse entama un peu haut une chanson paillarde que toutes les autres reprirent en riant et en secouant leurs jupes un ton plus bas. Arcadia en profita pour se glisser derrière le bar et faire la percussion des 2 mains sur le bois et bientôt des 2 verres et des 10 doigts en alternance. Gloria exultait, rouge de la tête aux pieds car elle dansait follement et sans chaussures. Elles réclamèrent des valses, elles en eurent. De l'eau pour s'en remettre, du brandy, des liqueurs, de la bière parce qu'il faisait si chaud tout à coup et les équipes commencèrent à se faire et à se relayer. 4 sur la table centrale jouaient au poker français, rondes comme des queues de pelle, et revendiquèrent haut et fort de s'en tenir au seul mouvement des coudes. Placer la carte, pousser la mise, monter le verre. Elles jouaient des cigarillos tirés d'une boîte que Sally avait posée sur leur tapis. Sur le bar, Gloria se déhanchait et faisait sauter ses nichons dans son bustier en secouant ses boucles de gorgone en feu. Arcy tournait dans la salle, son instrument dans les bras, piquant ici, piquant là, l'archait sur toutes les hauteurs à la fois. Quand on ne dansait pas, on discutait en faisant de grands gestes entre les chansons, d'or, de lune, de vérole, de politique et de poussière. Sally fouillait sous le bar pour voir s'il ne lui restait pas quelque part quelque chose à fumer d'un peu costaud. Et de temps en temps, passait une mélodie que tout le monde savait et la salle résonnait de leurs cœurs battants plus ou moins accordés. Sally venait de fermer la bouche sur le tuyau de sa pipe quand elle vit le chapeau de Zébulon se profiler au-dessus des portes exactement comme lors de sa première entrée. Elle ne fit ni une ni deux, prit son fusil sous le bar et tira sans viser dans la cible. Des hurrahs retentirent pour honorer le coup que personne pourtant n'avait prévu. Sally salua en inclinant le buste. Il n'y avait plus de chapeau au-dessus des vantaux, mais elle tira une seconde fois au jugé dans la rue et déclara à travers la fumée dégagée par la poudre que le bar était fermé ce soir à tous ceux qui ne portaient pas jupon. Quand elle vit le chapeau réapparaître entouré d'un mouchoir blanc au bout d'un bâton, elle tira une 3e fois et le ficha par terre à nouveau. Après quoi, on entendit une paire de bottes descendre les marches, et comme c'était un bruit extrêmement triste parce qu'il s'éloignait, elles se lancèrent à la suite de la ventouse,
dans une rengaine lente et mélancolique qui fit monter des larmes pleines de whisky dans les yeux des plus endurcis. Et quand elles eurent suffisamment pleuré et se furent bien mouchées dans leur cotillon, Arcadia reprit l'initiative parce que la vie tourne et tourne dans le monde comme une danse de salon. 1 heure plus tard, alors qu'elles avaient oublié ce petit incident, une des 4 joueuses de poker qui n'avait plus que le cigarillo qu'elle fumait à miser tendit l'index vers la porte en écarquillant les yeux. Ses compagnes attablées ne tournèrent même pas la tête, mais ni Arcadia ni Sally ne manquèrent l'entrée faramineuse de la femme à barbe. Engoncée dans une robe de pionnière pur jus, du tissu fleuri jusqu'aux chevilles, une charlotte serrée sous le cou, enfoncée sur la tête, les yeux baissés sur des bottines à 10 crans sans lacets, elle s'avançait à petits pas douloureux comme une puritaine sur le chemin de la croix vers le bas. Quand elle y fut, Sally était partagée entre le fou rire et l'apoplexie. Arcadia balançait sur 2 temps, la bouche grande ouverte, et Gloria ressautait sur le comptoir pour exhiber ses dentelles et ses chairs voluptueuses à la mégère égarée. Mais lorsque celle-ci leva la tête, Sally hurla de rire, tandis que Gloria redescendait d'un bond, interloquée par la densité et la couleur très sombre de la barbe qu'elle avait aperçue. « Et maintenant que je porte jupon, tu vas peut-être daigner m'entendre, dit Zébulon à Sally qui pleurait dans un torchon. Elle aspira de grandes boulées d'air en hochant la tête, s'essuya les yeux, sortit de derrière son bar, et avant que Zeb ait pu faire un geste, elle lui enlevait son capuchon ridicule et lui roulait devant toutes les filles assemblées, en pleine lumière, un formidable baiser. Quand ce fut fait, elle le saisit par le bas de sa robe et l'entraîna à travers les tables jusqu'à l'escalier, jusqu'à l'étage, jusque devant une chambre qui était la sienne. Elle le fit glisser à l'intérieur et avant de le suivre et de fermer la porte, elle se tourna face à la salle et fit l'annonce publique que toutes attendaient sans le savoir. « Mesdames, les bains sont ouverts. » Auquicourt sur la plaine les attendait. Elle avait rassemblé les branches souples, les liens d'herbe, les larges feuilles luisantes, les pierres. Elle les avait apportées sur leur chemin au bord de la rivière et elle les attendait. Assise en tailleur, face à l'est, les yeux fermés sur sa vision, les épaules relâchées. Il n'allait plus tarder. Elle comptait sur les femmes de la tribu pour suivre la voie. Elle comptait sur l'homme aussi. Ils avançaient comme un village, sauf que Jeffrey se tenait à l'arrière, ballotté sur le petit cheval de Bird Boisvert, alors qu'il aurait dû être en tête. C'étaient les femmes qui ouvraient la marche et veillaient à ce que les animaux ne fassent pas d'écart, particulièrement ceux qui tiraient les 4 travois. La plus âgée était devant, elle s'appelait Petit Pémican. Auquicourt sur la plaine l'avait rencontré 1 ou 2 fois. Quand Petit Pémican eut reconnu la femme sans peuple dont la forme assise qui les regardait venir, elle arrêta le convoi, rassembla les longes et fit poser les travois comme s'ils allaient camper là. Dès qu'il sentit les bêtes à l'arrêt, Jeffrey descendit de son cheval. Il se posa sous son enseigne sur son trépied portatif et une fois posé, ne fit plus aucun geste. Les 3 femmes s'avançaient ensemble vers la grande chamane dont les 2 plus jeunes avaient souvent entendu parler et qu'elles voyaient pour la première fois. Petit Pémican salua en approchant et prononça les paroles rituelles de paix dans la rencontre, de beauté qui marche avec soi. Elle la remercia d'être venue. Elle lui dit que les médecines ordinaires n'avaient pas produit la guérison, qu'après qu'elles eurent chanté toutes les 3 dans son sommeil, Boule de Cire n'avait rien pu faire de mieux que mettre un pied devant l'autre pour les suivre. Depuis, il mangeait et respirait comme un homme vivant, mais son cœur était pris dans la pierre. La nuit, il gardait les yeux ouverts en dormant. La chamane s'était levée et elle avait monté la structure de la hutte à sudation. Pendant qu'elle liait les bois, les femmes avaient construit un feu et mis les pierres à chauffer. Pendant que les pierres atteignaient la bonne température, la hutte avait été recouverte des grandes feuilles luisantes.
Eau qui court sur la plaine demanda aux femmes la peau de leur tente. Elles la lui donnèrent. Les feuilles qui couvraient l'armature furent couvertes à leur tour. Les femmes portèrent les pierres à l'intérieur à l'aide de baguettes. La chamane déplia un seau de cuir et puisa l'eau. Puis elle demanda une mèche du scalp de l'ennemi et qu'on amène le malade, comme il avait vu le jour. Jeffrey se laissa déshabiller sans un mot et suivit les femmes qui l'emmenaient devant la hutte. Quand il vit Eau qui court sur la plaine, une brève lueur passa dans ses yeux qui se remplirent d'eau. La chamane le prit par la main et le fit entrer avec elle. Les femmes entendirent l'eau grésiller sur les pierres, puis l'attaque de la longue mélopée qui se déroulerait pendant plusieurs heures et dont le récit couvrirait le monde depuis ses origines. Alors elles s'éloignèrent, car la voix n'était pas chantée pour elles ne devaient pas l'entendre. Et dans les ballots de Jeffrey, elles commencèrent à chercher ce qui pourrait convenir à la chamane quand elle l'aurait guérie. Le soleil touchait la terre lorsque le chant s'arrêta. Dans le crépuscule bruissant de 10 000 vies qui s'agitaient avant l'arrivée de la nuit, l'eau grésilla une dernière fois sur les pierres et la chamane sortit de la hutte, enveloppée de vapeur. Les femmes lui tendirent la tasse d'infusion bouillante qu'elles avaient préparée, puis elles l'escortèrent jusqu'au feu qui brûlait à l'écart, sur lesquels mijotait un ragoût de racines. Jeffrey sortit de la hutte quand la lune toucha la porte. Il déplia son corps fumant dans l'air translucide de la nuit et, avant d'être sec, il plongea dans la rivière la tête la première. Il en ressortit grelottant, les jambes en coton, le cœur dilaté, affamé. Quand il eut vidé une marmite entière de légumes, emmitouflés dans sa peau d'élan, il regarda les 3 femmes qui le regardaient manger et qui détournèrent les yeux quand elles le virent réveillé. Il regarda la chamane et la reconnut. Alors il se leva. Il se dirigea droit sur le cheval que Bird Boisvert lui avait prêté et de ses fontes. Il tira sa dernière couverture immaculée, puis il vint la déposer aux pieds de celle qui lui avait ôté tout ce poids dont il avait failli crever. Eau qui court sur la plaine posa la main sur le présent, dit que l'hiver arrivait, que c'était une bonne chose. Jeff dormit comme un sonneur et se réveilla avec le jour, seul dans sa peau d'élan, seul comme chacun, mais entouré par 3 femmes, chargées de richesses et pourvues de chevaux. Nantis. Comme un nanti, il sortit pisser. Il respira l'air du matin. Il vit Petit Pémican qui remontait de la rivière où elle était allée puiser de l'eau vivante. L'outre au soleil la suivait, un brin d'herbe au coin des lèvres, et Bouton de Lune, en tunique, de l'eau plein les cheveux. Alors il défit tous ses ballots de peau. Il en couvrit le sol du tipi. Il rechargea le foyer. Il invita les 3 femmes à venir le rejoindre. Et comme un nanti, reconnaissant, amoureux, tendrement, il leur fit l'amour à toutes les 3 et à chacune. Lorsqu'ils ressortirent à l'air libre, la première neige avait enveloppé la prairie. Il l'avait entendu poser ses pattes de chat sur le manteau de leur tente. Le ciel les avait pris tous les 4 dans sa main blanche. Ils avaient faim. Bouton de Lune alla chercher les perdrix qu'elle avait piégées au lever du jour et pendues aux branches d'un sapin. Le temps que Jeff fasse le tour de ses ballots pour mettre la main sur un paquet de pêche séché et qu'il regarde les chevaux, les oiseaux avaient été détaillés et trempaient dans un bol de lait de jument. Petit Pémican écrasait des tubercules dans une casserole sur un coin de pierre tiède. La cafetière fumait sur une autre. Bouton de Lune travaillait des galettes de maïs au fond d'une vieille poêle. L'outre surveillait un gros fétou dans lequel fondaient 3 onces de graisse de bison. Quand la graisse fut liquide, elle égoutta les morceaux de perdrix et les roula dans une farine blanche. Quand la graisse grésilla, elle les jeta dedans et ils s'enfoncèrent en pétaradant avant de remonter, saisis, déjà croustillants. Petit Pémican les fit tourner avec une longue spatule. Elle les sortit dorés et brûlants et les mit aussitôt dans un plat de terre cuite qu'elle emporta sans attendre. Jeff la suivit avec le café, la purée et les pêches. L'outre et Bouton de Lune avec les galettes à ses trousses. Quand ses dents traversèrent la croûte chaude et rencontrèrent la chair la plus fondante dans laquelle il n'eût jamais mordu, il sentit son cœur déborder. Indéniablement, le bonheur faisait partie de ce monde. Indéniablement,
il ne durait jamais très longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui a une question qui lui brûle les lèvres, qu'on peut prendre 2-3 minutes? Je ne sais pas comment ça vous est venu cette envie de western. Je ne sais pas s'il y a une réponse à votre question. Mais je crois que ça couvait un petit peu dans mes livres précédents, puis moi j'en ai lu et vu pas mal des westerns, et il y avait des indices dans ce Long Blues. Il y a une Calamity Jane qui fait une jactance dans un bled des États-Unis, dans un bled américain, qui s'appelle Bonanza. C'est pas n'importe quel bled non plus. Enfin, voilà, elle est là. Bon, c'est un peu ambigu son action verbale, mais enfin ambigu. Le but n'est pas très clair. Enfin bon, c'est un règlement de compte. Elle a des armes, mais seulement en appui, quoi, parce que c'est surtout le verbe qui agit là. Enfin bref, donc il y a cette Calamity Jane, et dans Bastard Battle, il y a un Billy qui est enfin vraisemblablement ou invraisemblablement américain, et qui est pourvu de pistolets à coulevrine et à barillet tournant, ce qui est une grande nouveauté pour l'époque, et 15e. Et voilà, et je pense qu'il y avait comme ça des petits indices, et qu'il y a un moment où il faut... Enfin, où ça vient aussi comme ça coïncidait aussi beaucoup avec une envie de grand air, et de grands espaces, et certainement aussi quelque chose de... pas de l'ordre de la robinsonade, enfin, oui, comme une robinsonade en pleine terre et à plusieurs. Donc c'était assez paradoxal, mais ou un début pas de société, mais peut-être d'avant-société, quoi. Quelque chose d'un peu suspendu, encore fragile, et pas de l'ordre du groupe constitué, mais de l'inter-individualité toujours en rééquilibrage, quoi. Donc c'était un peu tout ça, le western. Puis c'était aussi comme habiter dans une cabane quand on est gamin en été, quoi. C'est une bonne raison aussi. Ouais, c'est une excellente raison, ça. Moi, je serais curieuse de vous entendre sur votre rapport à la langue, dans la mesure où il y a une patte très forte et très belle à mes yeux dans chacun de vos livres, et puis en même temps, il y a des grands écarts. Pour faire ça très schématiquement, il y en a un qui va direction du 15e, l'autre direction du 18e, la direction du western. Est-ce que c'est un univers qui s'impose et ensuite il y a une langue qui vient, ou il y a aussi une curiosité pour la langue elle-même qui amène... c'est le fou la poule, peut-être il n'y a pas de réponse. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu la fou la poule, parce que ça vient en même temps, en fait, et qu'il n'y a pas de... En fait, quand j'ai la langue, j'ai le livre. Mais la langue, elle n'arrive pas toute seule. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport toujours très emmêlé, et un peu... ça se dessine peu à peu. Et c'est un peu... c'est pas confus, mais ça vient ensemble, quoi. C'est pas... Je fais pas de casse, mais je pense que mon rapport à la langue, c'est peut-être plus un rapport de plasticien que d'écrivain. Mais je suis pas plasticienne, hein, mais j'ai pas un style ou un sillon et une façon d'écrire les rythmes, ça encore. Et je vais pas puiser au même endroit à chaque fois dans l'épaisseur historique de la langue aussi. Parce que ça m'intéresse beaucoup, mais à la fois l'histoire et la géographie, parce que c'est souvent traversé par les langues étrangères, ou une langue française qui serait presque une langue de traduction. Mais j'ai tendance à considérer la langue plus comme une matière extrêmement plastique, et qui peut changer d'état, et qui peut aller d'un état à un autre, à des états très très contraires, quoi. Comme l'eau, hein, vraiment passer de la vapeur à la fluidité, à la solidité.
et que la langue peut faire ça et que ce serait dommage de ne pas essayer de tout faire. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, je vous remercie. Pour les gens qui sont séduits, on a quelques exemplaires de Faillir être flingué au rez-de-chaussée. Et puis sinon, moi, je vous remercie